Dans cette vidéo, je vais parler de la structure de l'ADN. Donc, l'ADN, comme on a vu précédemment, c'est une double hélice. Donc, il y a deux brins de polynucléotides, donc de nucléotides qui sont en chaîne et qui sont liés par des liaisons qui sont des liaisons phosphodiesters, qui, elles, vont être enroulées l'une avec l'autre pour former la double hélice. Les deux brins ne sont pas identiques. C'est des brins qui sont dits complémentaires. Ça veut dire que si d'un côté d'un brin, tu as un A, de l'autre côté, l'autre brin ne va pas avoir un A, il va avoir un T. C'est ça que ça veut dire que les deux brins sont complémentaires. Les bases complémentaires vont être liées les unes aux autres à des liaisons hydrogènes entre les deux brins. Donc ça, c'est des liaisons hydrogènes. Chaque paire de bases complémentaires, comme j'ai dit, sont liées par des liaisons hydrogènes et des interactions hydrophobes. Ça veut dire que tu as des régions non polaires qui vont interagir les uns avec les autres, qui vont être repoussées par les régions polaires de tes bases azotées. Et les régions ou les parties, les groupements fonctionnels qui peuvent faire des liaisons hydrogènes vont aussi faire des liaisons hydrogènes. Et ça va faire en sorte que les paires de bases vont être alignées au centre de la double hélice de façon à être planes. Donc, elles vont être planes et sur le même plan quand elles vont être liées ensemble par ces liaisons hydrogènes. Si les bases sont mal appariées, c'est-à-dire que si, par exemple, une adénine serait liée à une guanine, ça changerait les liaisons hydrogènes et les interactions hydrophobes, faisant en sorte que là, les deux bases ne seraient pas planes l'une par rapport à l'autre, donc ils ne seront pas sur le même plan. Et ça va déformer l'hélice. Donc, c'est une des façons que le mécanisme de réplication, qu'on va voir plus tard, peut détecter des mésappariements de base lorsque l'ADN est synthétisé ou le nouvel ADN est synthétisé. Les deux brins sont aussi antiparallèles. Antiparallèle veut dire que l'orientation des nucléotides va être inversée sur un brin par rapport à l'autre brin. On va donc, par convention, indiquer les brins d'ADN par des directions en donnant les extrémités 5' et 3' de chacun des deux brins. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, on voit que l'ADN est une double hélice. Donc, ça, c'est une double hélice faite de deux brins d'ADN qui, eux, sont complémentaires. Donc, si sur un brin, ici, tu as une thymine, sur l'autre brin, ici, tu vas avoir une adénine. Si tu as une cytosine sur un brin, sur l'autre brin, tu vas avoir une guanine. Et si tu as une cytosine, tu vas avoir une guanine, parce que l'adénine et la thymine sont complémentaires, et la cytosine et la guanine sont complémentaires. Comme je l'ai mentionné, sur un même brin, des nucléotides, donc ça c'est un nucléotide, vont être liés par une liaison, ici, qu'on appelle une liaison phosphodiester. Donc ça c'est la liaison phosphodiester, qui relie un nucléotide ici à un autre nucléotide adjacent sur le même brin. Cette liaison phosphodiester est une liaison qui est covalente. Donc, c'est une liaison où tu as un partage d'électrons qui se fait. Ce qui permet et qui lie les deux brins d'ADN ensemble pour former la double hélice ne sont pas des liaisons covalentes, c'est des liaisons hydrogènes et des interactions hydrophobes qui placent les nucléotides pour que les bases azotées soient sur le même plan. Ici, ça serait une vue de haut du plan, mais si tu regardes sur l'image ici, remarquez que le plan de tes cycles de tes bases azotées sont plats et ils vont être sur le même plan lorsqu'ils forment leur liaison hydrogène. Ce qui n'est pas nécessairement très bien représenté ici, mais il faut s'imaginer qu'en 3 dimensions, la base azotée qui est ici va s'aligner avec la base azotée qui est là sur le même plan pour qu'une soit ici et l'autre soit là et que des liaisons hydrogènes se fassent entre les deux. Les deux brins d'ADN sont antiparallèles. Si tu regardes cette image, on peut voir que c'est antiparallèle parce qu'on peut voir que les nucléotides ici sont orientés vers le haut avec l'oxygène de ton sucre désoxyribose orienté vers le haut. Tandis que si tu regardes le nucléotide du brin adjacent, on peut voir, ou du brin complémentaire, on peut voir que le nucléotide est inversé, où l'oxygène de ton sucre désoxyribose est orienté vers le bas. Et c'est ça que ça veut dire que c'est antiparallèle. La direction dans laquelle les nucléotides vont dans un brin sont inversées dans l'autre brin. Ce qui nous permet d'obtenir des extrémités 5' et 3' pour chaque brin et qu'on indique dans l'ADN par convention. Comment est-ce qu'on identifie les extrémités 5' et 3'? Pour faire ça, il faut regarder le sucre. On numérote les carbones du sucre toujours
de droite, donc avec l'oxygène vers le haut, et de droite vers la gauche. Donc, si tu places l'oxygène vers le haut, le premier carbone qui est ici, c'est le carbone 1'. Celui-là, c'est 2'. Lui, c'est 3'. Celui-là, c'est 4'. Et le dernier ici, c'est 5'. C'est un sucre désoxyribose qui est un pentose, donc qui est fait de 5 carbones, comme on a vu à l'unité 1. Donc, à cause de ça, on peut identifier que en haut, donc ça, c'est le haut, tu as un 5', donc ça donne l'extrémité 5', et qu'en bas, tu as le 3', ce qui donne l'extrémité 3'. Si tu fais le même exercice avec l'autre brin, donc si je regarde ce nucléotide par exemple, ici, mon oxygène de mon sucre désoxyribose est orienté vers le bas. Ça veut dire que ton 1' va être à la gauche cette fois-ci, et ton 2' va être ici, ton 3' est là, 4' ici, 5' là. Et donc, si on regarde l'orientation maintenant des 3' et des 5', on voit que le 3' est vers le haut, donc ça donne l'extrémité 3', et le 5' est vers le bas, ce qui nous donne l'extrémité 5' ici, ce qui veut dire que le brin est dans la direction 5', 3' ici, et la direction opposée 5', 3' dans l'autre direction. Donc, 5' vers 3' ici, et 5' vers 3' là, et donc ils sont antiparallèles. Maintenant, c'est quoi un nucléotide? Je sais que je reviens peut-être à des notions qu'on a vues à l'unité 1, mais je crois que c'est important de se rappeler c'est quoi un nucléotide. Un nucléotide, c'est composé d'un sucre désoxyribose pour l'ADN, un groupement phosphate et une base azotée. Donc, on le voit ici, un sucre désoxyribose, un phosphate et une base azotée. Donc, tous les nucléotides sont faits comme ça. Sucre désoxyribose, un phosphate, une base azotée. Les nucléotides vont avoir deux types de nucléotides, un nucléotide à ARN puis un nucléotide à ADN. La différence entre les deux, c'est un groupement hydroxyle en position 2'. Donc, si on regarde le 2' ici, donc ça c'est le 2' aussi, 2', on voit que c'est un hydrogène. Pour l'ADN, ce 2' va être un groupement hydrogène, ce qui donne le sucre désoxyribose. Mais pour l'ARN, ça serait un hydrogène qui serait à la position 2', pas un hydrogène, un groupement hydroxyde à la position 2' pour donner un sucre ribose. Ils vont quand même avoir les nucléotides adénine, donc il va avoir les bases azotées adénine, il va avoir les bases azotées cytosine et guanine, mais l'ADN a de la thymine, tandis que l'ARN va avoir un autre nucléotide qui remplace la thymine, qui s'appelle l'uracile. Si on regarde les bases azotées, donc les bases azotées sont soit des purines ou des pyrimidines. L'adénine est une purine, la guanine est une purine. La cytosine est une pyrimidine, la thymine est une pyrimidine et l'uracile est une pyrimidine. La thymine, c'est seulement dans l'ADN et l'uracile remplace la thymine dans l'ARN. Donc, les deux se remplacent l'une mutuellement, une pour l'ADN, une pour l'ARN. Et les deux vont être légèrement différentes les unes des autres. La seule différence, c'est ce groupement méthyle ici. Autre que ça, il n'y a pas d'autre différence entre les deux nucléotides. Si tu regardes le nucléoside ici, donc sans le groupement phosphate, tu vas avoir l'adénine, donc il y a le sucre ici qui est ribose, a désoxyribose parce que ça a un H, un hydrogène ici, si c'est de l'ADN. Par contre, si c'est de l'ARN, ça peut être un OH. C'est pour ça qu'ici, c'est représenté par un X, parce que X veut dire X égale à H ou X égale à OH. Ça dépend si c'est de l'ADN ou de l'ARN. Même chose ici, ça peut être soit H si c'est de l'ADN ou OH si c'est de l'ARN. Même chose là. Par contre, dans l'ADN, ça doit être un H parce que c'est seulement la thymine qui peut être là. Tandis que si c'était de l'uracile, il faudrait que ça soit un OH qui serait placé là, mais tu n'aurais pas de la thymine, tu aurais de l'uracile qui serait ici. Donc, la différence entre les deux, comme je l'ai mentionné, si tu regardes le nucléotide à ADN et à ARN, les nucléotides à ADN et à ARN vont être faits d'un sucre qu'on appelle un pentose. L'ADN va être un désoxyribose,
qu'on peut identifier par l'absence du groupement hydroxyle en position 2'. L'ARN va être un sucre ribose qui a un groupement hydroxyle en position 2'. L'autre différence entre les les nucléotides à ARN et à ADN, c'est que l'ARN est fait d'adénine, de cytosine, de guanine et d'uracile, tandis que l'ADN, c'est l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Ça veut donc dire que l'ADN a seulement de la thymine ici, en plus de l'adénine, de la cytosine, de la guanine. Et l'ARN, elle, va substituer la thymine avec de l'uracile, qui va être un groupement fonctionnel qui, lui, a pas de groupement méthyle en cette position-là. Maintenant, comment se forme la liaison phosphodiester? La formation d'une liaison phosphodiester est un exemple d'une réaction de condensation. Donc, c'est une réaction qui crée de l'ordre à partir de désordre. Donc, c'est aussi une réaction qui est endothermique, qui va nécessiter de l'énergie parce que tu es en train de créer de l'ordre. Et donc, ici, dans ce contexte-là, on a besoin d'un apport énergétique. Maintenant, d'où vient l'énergie? L'énergie de la formation de la liaison va venir du fait que les nucléotides qui flottent dans le cytoplasme, qui sont prêts à être ajoutés pour faire de l'ADN ou pour faire de l'ARN, vont être des nucléotides qui vont avoir le sucre, qui est le pentose, la base azotée, et il va y avoir 3 phosphates. C'est-à-dire que les nucléotides qui flottent dans le cytoplasme ont 3 phosphates au lieu de 1. Ils ont seulement un phosphate dans la structure de l'ADN et de l'ARN, mais quand ils flottent librement, ils sont prêts à ajouter à de l'ADN ou de l'ARN, il va y avoir 3 phosphates. Ça, c'est parce que un enzyme, dans le cas de la formation de l'ADN, qui polymérise et qui forme la liaison phosphodiester de l'ADN, qu'on appelle l'ADN polymérase, va prendre le nucléotide et va briser les liaisons entre les 2 premiers phosphates. Et briser chacune des liaisons va relâcher de l'énergie qu'elle va ensuite utiliser pour lier un nucléotide à un autre nucléotide qui faisait déjà partie d'une chaîne. C'est-à-dire que la rupture des liaisons du 3e et du 2e phosphate libère suffisamment d'énergie pour que l'ADN polymérase puisse lier un nucléotide qui flotte librement à une séquence d'ADN pour faire un nouveau brin d'ADN. Donc, voici la réaction. Tu as un nucléotide qui flotte librement, représenté ici aussi. Ici, tu as un nucléotide qui est en bout de chaîne. Donc, le bout de la chaîne ici, c'est le bout 3' de la chaîne, parce que ça, c'est le carbone 3'. Ici, c'est ta chaîne d'ADN, donc tu as un 5' à quelque part ici. Ça va avoir plusieurs nucléotides de long. Donc, c'est pas représenté. On a mis une petite ligne qui gribouillit, là, pour indiquer qu'il y a plus de nucléotides dans la chaîne. Et l'ADN polymérase va prendre le nucléotide à ADN ici, qu'on pourra reconnaître par le fait qu'il n'y a pas de groupement OH en 2'. Il va prendre un nucléotide qui flotte librement avec ses 3 phosphates. Il va ensuite briser les liaisons avec les 2 derniers phosphates pour relâcher l'énergie et permettre la liaison du OH, de l'oxygène du groupement OH en 3' avec le phosphate qui est en 5' pour former la liaison phosphodiester, qui est une liaison entre le groupement OH en 3' et le groupement phosphate en 5' de ce nucléotide-là pour faire ta liaison phosphodiester qui est représentée ici, donc entre le 3' et le 5' d'un nucléotide adjacent. L'ADN peut aussi varier dépendant du type d'organisme. Les prokaryotes sont des organismes qui n'ont pas de noyau. Donc, prokaryote veut dire pas de noyau. Donc, les bactéries sont des prokaryotes et n'ont pas de noyau. Puisqu'ils n'ont pas de noyau, au lieu d'avoir un contenant, donc un endroit dans lequel l'ADN peut être contenu, l'ADN va être contenu à l'intérieur d'une structure qu'on appelle un nucléoïde. Et c'est là où on va retrouver l'ADN chromosomique. Les prokaryotes ont une particularité où ils peuvent avoir de l'ADN qui est chromosomique, donc qui leur permet d'accomplir leur propre fonction. Et ils vont aussi avoir un autre type d'ADN qu'on appelle un plasmide, où ils peuvent avoir même plusieurs plasmides, qui est un type d'ADN circulaire. Donc ici, ça serait de l'ADN circulaire, qui va être petit, il va contenir peut-être 1 ou 2 gènes sur le plasmide. Par contre, l'ADN chromosomique, chez les prokaryotes, va aussi être circulaire, mais cet ADN circulaire va contenir la majorité des gènes que la bactérie
où le prokaryote a besoin pour sa survie. Les plasmides, c'est juste des structures d'ADN qui contiennent des gènes d'extra. L'ADN des prokaryotes est relativement petit, contient très peu de gènes et contient aussi très peu de séquences qu'on appelle des régions régulatrices. Et on va parler de ça un petit peu plus tard. C'est des régions et des séquences d'ADN entre les gènes et qui permettent d'activer et de réguler l'expression de certains gènes pour faire que certains gènes soient exprimés, donc fassent des protéines, et que d'autres gènes ne fassent pas des protéines. Généralement, chez les prokaryotes, la régulation de gènes va se faire par groupe, qu'on appelle des opérons. Donc, tu vas avoir une région régulatrice pour peut-être 4 gènes qui vont être activés et désactivés en même temps. Par contre, chez les eucaryotes, généralement, chaque gène dans notre génome va avoir une région régulatrice. Donc, on a beaucoup plus de régions qui sont régulatrices dans notre génome, ce qui fait que notre génome ait beaucoup plus de gènes, ce qui fait que notre génome et notre ADN est beaucoup plus long et contient beaucoup plus de nucléotides. Ça veut dire que si on regarde une bactérie qui est un prokaryote, ils vont avoir l'ADN génomique qui est de l'ADN circulaire, qui ici est enroulé pour former quelque chose qui n'a pas l'air d'un cercle, mais c'est quand même circulaire, et qui va former ce qu'on appelle les nucléoïdes. Et ils ont aussi les petites séquences d'ADN qui sont courtes, qu'on appelle les plasmides. Ceci est un exemple d'un plasmide qui a été cartographié. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler de en ce moment, mais c'est quelque chose dont on se sert pour pouvoir pour modifier génétiquement des organismes et des cellules et intégrer de l'ADN étranger dans un autre organisme. On s'est servi de ce qu'on a découvert chez les bactéries et c'est beaucoup des plasmides qui, eux, vont permettre la transformation que j'ai mentionné quand j'avais parlé de l'expérience de transformation de Griffith. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui peuvent se retrouver sur un plasmide qui peuvent être transférés à une autre bactérie et donnant donc à l'autre bactérie la capacité de devenir infectieuse, par exemple. L'ADN eucaryote est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long que l'ADN prokaryote. Les eucaryotes, rappelez-vous que c'est les organismes qui ont de l'ADN dans un noyau. Donc, on contient l'ADN dans le noyau. Si on prenait un noyau d'une cellule humaine, par exemple, et on sortait l'ADN et qu'on le déroulait complètement pour que ça donne un segment linéaire, ça nous donnerait un segment de 2 mètres de long. Ça veut dire que vous avez 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules de votre corps. Vous pouvez vous imaginer que pour que ça soit possible, il faut que l'ADN 1 soit extrêmement mince. On l'a déjà mentionné, le diamètre de la double hélice d'ADN est de 20 Armstrong, donc 2 nanomètres. Mais ça veut aussi dire que cet ADN-là est excessivement enroulé pour donner quelque chose de très compact. On dit alors que l'ADN est condensé. Elle va être condensée à l'aide de structures qu'on appelle des histones. Donc, un histone, c'est le membre d'une famille de protéines, donc c'est un type de protéine qui, elle, a la capacité de s'associer à l'ADN eucaryote et permet à l'ADN de devenir plus compact. Les histones permettent de former ce qu'on appelle des nucléosomes, qui sont des structures condensées, où la double liste va entourer un octamère d'histones. Octamère veut dire 8. Donc, dans le fond, c'est un polymère de 8 histones sur lequel va être enroulé l'ADN pour former un nucléosome. Donc, il y a plusieurs nucléosomes, mais chaque nucléosome va être fait de 8 histones autour duquel l'ADN va être enroulé. La chromatine va être la forme non condensée du matériel génétique qu'on peut retrouver dans la majorité du cycle cellulaire. Donc, on retrouve l'ADN sous forme de chromatine majoritairement. Ça va être quand même condensé, mais pas condensé sous la forme de chromosome, qui est une forme encore plus condensée que ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux d'empaquetage ou de condensation de l'ADN chez les eucaryotes. Le premier niveau, c'est la formation des octamères d'histones en ayant des doublets de ces 4 types d'histones. Donc, il y a 4 types d'histones, mais il y a 2 de chaque type pour former un octamère. Ça permet d'enrouler à peu près 140 à 150 paires de bases d'ADN autour de chaque octamère. Maintenant, les paires de bases, c'est quoi? Bien, on sait que l'ADN est double brin et que tu as d'un côté une base ou un nucléotide et de l'autre côté un autre, et ici un autre et un autre. Donc, on sait que l'ADN, on peut le déterminer, on peut parler de sa longueur en termes de paires de bases qui sont associées. C'est-à-dire que si on dit 2 paires de bases, on est en train de dire 2 paquets comme ceci. Donc, on veut dire un nucléotide qui mesure 2 nucléotides de long,
mais parce que l'ADN est double brin, on considère les deux brins en même temps. C'est-à-dire que s'il y a 140 à 150 paires de bases, c'est que c'est 140 à 150 nucléotides de long, mais multipliés par 2 parce que tu as les deux brins qui sont complémentaires. Les nucléosomes vont ensuite espacer avec des espaces entre chaque nucléosome de 50 à 70 paires de bases qui va permettre de donner un deuxième niveau d'empaquetage où là, tu vas avoir des histones spéciales qu'on appelle les histones H1 qui vont donner une forme qu'on appelle un solénoïde. Donc, les solénoïdes, dans le fond, ça donne une structure qui ressemble un petit peu comme ceci. Et c'est avec les regroupements d'octamères d'histones, donc ça, c'est les octamères d'histones que je représente ici, donc les nucléosomes, que là, on va avoir ces structures de solénoïdes. Et ça permet d'empacter 40 fois plus encore l'ADN par rapport à ce qu'elle était au départ. Et ces solénoïdes-là, c'est la forme dans laquelle on va retrouver l'ADN de façon prédominante lors de l'interphase, donc sous forme de chromatine. Lorsqu'on est à la fin du cycle cellulaire et qu'on se prépare à la division cellulaire, il faut qu'on ait un nouveau type d'empaquetage où ça va créer des solénoïdes qui vont s'entourer les uns autour des autres et autour de ce qu'on appelle des protéines d'échafaudage. Et cet emmagasinage-là peut passer de empaqueter encore 20 fois plus à 7000 fois plus l'ADN. Le 7000 fois plus, c'est les chromosomes qui vont être produits lors de la division cellulaire et de la mitose. C'est-à-dire que si on regarde les niveaux de structure, on a des octamères d'histones, donc ça c'est des octamères d'histones qui forment des solénoïdes, donc ça c'est des nucléosomes. Les nucléosomes, eux, vont se mettre ensemble pour former cette structure qu'on appelle le solénoïde, qui, eux, vont se mettre autour de protéines d'échafaudage pour le troisième niveau de structure et éventuellement arriver à des chromosomes lorsque ça va être proche de la mitose. Donc, l'ADN autour d'histones, qui forment des octamères d'histones, qui forment des solénoïdes, qui se mettent autour de protéines d'échafaudage et qui se condensent de plus en plus pour maintenant rendre très compact l'ADN qui devrait être 2 mètres de long. Les génomes eucaryotes, donc l'ADN qu'on retrouve ou les gènes que l'on trouve chez les eucaryotes est très variable. Les prokaryotes, c'est vraiment relativement simple. Tu as un ADN circulaire génomique qui contient des gènes et qui vont être organisés d'une façon qui est commune à tous les eucaryotes. Par contre, chez les prokaryotes. Par contre, chez les eucaryotes, c'est beaucoup plus complexe. Nous, on est des eucaryotes qui sont diploïdes. Donc, la plupart des eucaryotes, incluant nous, sont diploïdes, ce qui veut dire qu'on a 2 copies de chaque gène. Par contre, il existe certains eucaryotes qui, eux, sont haploïdes. Donc, ils ont une seule copie de chaque gène. Il y a certains organismes qui sont eucaryotes qui sont même triploïdes et qui ont donc 3 copies de chaque gène. Donc, nous, quand on est diploïde, ça veut dire qu'on a 2 chromosomes qui sont des chromosomes 21. Donc, on a 2 chromosomes 21. Un organisme qui serait haploïde aurait un seul chromosome qui serait un type de chromosome. Il pourrait avoir un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, mais ça ne serait pas regroupé en paires de chromosomes identiques. Et triploïde voudrait dire qu'il y aurait 3 paires, ou un regroupement de 3 chromosomes identiques avec plusieurs regroupements de 3 chromosomes identiques. Chez les eucaryotes, l'espacement, donc les régions intergéniques, donc l'espacement entre chaque gène, donc région intergéniques, peuvent varier. Chez les prokaryotes, il y a très peu de régions intergéniques. Par contre, chez les eucaryotes, il y en a beaucoup et chez un organisme eucaryote, ça peut être plus ou moins long comparé à un autre. Et même d'un individu d'une espèce à un autre individu de la même espèce, la région intergénique, la région entre des gènes peut varier entre ces 2 individus-là, sans changer dans le fond qu'ils sont de la même espèce. Ça, je vais en parler peut-être un petit peu plus tard. Mais généralement, il faut se rappeler que chez les eucaryotes, même si leur génome est plus complexe et plus gros que chez les prokaryotes, si tu compares un eucaryote à un autre organisme eucaryote, la taille de son génome ne donne aucune indication sur sa complexité. Ça veut dire qu'il y a certains eucaryotes qui sont très peu complexes, qui, eux, ont des génomes plus gros avec plus d'ADN, plus de régions intergéniques, qui sont peut-être triploïdes que nous, qui sommes aussi des eucaryotes. Donc,
Si on fait une comparaison eucaryote contre prokaryote, c'est relativement simple de les comparer, mais d'un eucaryote à un autre, tu ne peux pas faire une corrélation par rapport à la quantité d'ADN qu'ils ont et la complexité de leur génome et la complexité de l'organisme lui-même. C'est beaucoup plus complexe que ça.